Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cet échange assez unique avec quelqu'un qui est difficile d'attraper. David, merci d'être là, bienvenue. Bonjour Thibaut, merci de m'accueillir. Donc, Plaisir. Avec grand plaisir, David. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. David Dubois, tu navigues entre Fontainebleau, Singapour. Peut-être tu peux te présenter, peut-être. Oui, tout à fait. Alors, je suis professeur à l'INSEAD depuis maintenant 12 ans. J'ai une formation plutôt en psychologie sociale où j'étudiais le comportement du consommateur. Et puis, depuis à peu près 10 ans, on va dire, je l'étudie toujours, mais d'un point de vue plus digital. J'ai développé un certain nombre de formations autour du marketing digital, de l'analytics, de la donnée et de la transformation autour du customer, du consommateur. Je suis pour le moment basé à Fontainebleau et mon activité, c'est à la fois de faire de la recherche, donc d'utiliser les données les plus en pointe et d'essayer d'aider les marketeurs, d'enseignement évidemment à l'INSEAD où j'enseigne dans les programmes MBA et puis pour différentes entreprises et puis d'être au contact des entreprises, des innovations, des nouvelles technologies et j'allais dire on n'en manque pas ces derniers mois, donc voilà ça m'occupe beaucoup. C'est ça qui nous rassemble aujourd'hui parce que au-delà donc de ces cours sur le digital à l'INSEAD, à Fontainebleau et à Singapour, tu as sorti un livre récemment que je vais montrer à l'écran, La France selon les recherches Google. Voilà, donc je crois qu'il est paru l'année dernière et c'est un livre qu'on a beaucoup aimé en toute franchise chez Numberly parce que au fond c'est un livre écrit par un grand prof de l'INSEAD à destination d'un peu tout le monde. On a le sentiment, très ouvert en tout cas, un peu moins managérial que beaucoup des bouquins que nos amis professeurs nous partagent. Non, c'est vrai. Moi, je suis. Ça fait un moment que je m'intéresse à la donnée digitale. Et notamment les recherches en ligne que j'ai commencé à vraiment regarder d'un peu plus près il y a 5 ans, au début par la recherche et puis ensuite au travers d'études de cas, de contacts avec le monde de l'entreprise, avec les grandes entreprises technologiques, Google, Facebook, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu mon bébé Covid. J'ai voulu essayer de vulgariser dans le bon sens du terme l'approche par les recherches en me disant mais c'est un outil en fait incroyable que encore trop peu de gens connaissent, je pense, et qui peut apporter des outils de compréhension du marché pour les grandes entreprises, mais aussi pour les plus petites. Donc en fait, le but de ce livre, c'était vraiment de me dire, je vais essayer de mettre à la place de quelqu'un qui travaille dans les pouvoirs publics, parce que c'est beaucoup plus large, mais voilà, quelqu'un qui essaie de comprendre la société telle qu'elle est. Comment on peut avoir des insights de manière assez facile sur tout un tas de domaines. Et donc, le livre se comprend un petit peu, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu, comme une série d'études de cas. Alors, c'est vrai que comme je viens d'une école de commerce où on s'intéresse beaucoup aux marques, à la croissance, etc., je me suis dit, je vais prendre des exemples un peu plus larges. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je touche à des domaines un petit peu auxquels j'ai moins, sur lesquels j'ai moins l'occasion de travailler, comme voilà la politique, les grandes tendances sociétales. Alors j'ai un exemple sur la marque France à la fin, parce que je me dis voilà, il faut qu'une marque qui parle à tout le monde, donc je vais pas prendre Coca-Cola ou qui serait très intéressant pour certaines marques, mais si c'est voilà, comme ce livre est écrit en français, on dit voilà la marque France. Si j'étais manager de la marque France, qu'est-ce que les recherches me diraient sur la marque France, sur qui nous recherche, etc. Voilà, alors ça c'est absolument passionnant parce que du coup on découvre une sociologie, on pourrait dire, de la France vue par un marketeur qui nous fait ou qui nous ouvre un peu le monde du search pris sous un angle un peu différent, un peu moins immédiatement business, et je trouve que ça fait beaucoup de bien. Tous les bébés Covid des profs de marketing, pour être tout à fait honnête,
ne sont pas aussi ouverts et passionnants. Alors bon, on va parler un peu de quelques angles de ton bouquin. Pour commencer, il y a un élément qu'on a remarqué là tout récemment, que Google, qui publie quand même pas mal de choses, nous partageait. Il nous disait que les recherches les plus fortes en avril 2023, je ne sais pas si après ton bouquin tu as continué à suivre ça, mais c'est en France, cake citron ultra moelleux. Hein. Voilà, donc les internautes seraient donc en recherche de réconfort en France. Ouais. Voilà, est-ce que pour toi aujourd'hui, au fond, le top des recherches de Google en dit aussi long qu'un sondage Effectivement, d'abord elles sont très représentatives parce que tout le monde recherche, hein, donc il y a chacun doit on a fait quelques études et le nombre de recherches moyens journaliers c'est 10, entre 10 et 12. Alors après ça peut varier un petit peu, mais imaginez quelqu'un par internaute en France voilà. Aujourd'hui. Ensuite, effectivement, donc ce sont des données privées par opposition aux médias sociaux, donc elles peuvent donner accès à des sujets sur lesquels on ne s'épanche pas sur les médias sociaux, comme par exemple la santé et autres. Et si elles sont bien croisées avec d'autres données, eh bien elles donnent une indication un petit peu de ce que j'appelle le pouls numérique. Hein. Donc c'est une notion que j'essaye de développer dans le livre. Alors moi je m'intéresse aux recherches. Le livre s'appuie en fait sur un outil qui est ouvert à tout le monde, qui s'appelle Google Trends, qui donne les données en France géolocalisées pour n'importe quel type de n'importe quel type de recherche, parce qu'en fait il y a plusieurs façons de rechercher aussi. Il y a les recherches textuelles, les recherches d'images et les recherches vidéo. On pourra en reparler, mais effectivement, comme on passe d'un monde de l'écrit à un monde de l'image, à un monde de plus en plus de l'image dynamique, c'est-à-dire le vidéo, ça apporte beaucoup de questions, et il y a quelques exemples du livre où j'essaye un petit peu de montrer comment on peut utiliser les recherches YouTube aussi. Mais donc ce qui est intéressant effectivement, et ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est de croiser ces recherches digitales à un niveau géolocalisé avec des données structurelles aussi au même niveau géolocalisé. Alors on a un petit peu de chance d'un point de vue statistique en France, parce qu'on a 90 départements et que Google redonne ces données de fréquence à ce même niveau. Et donc moi ce que j'ai fait et ce qui est utilisable à tous, c'est un site internet gratuit qui s'appelle la franceenligne.com, qui permet en fait de croiser les données INSEE en fait et les données de recherche. C'est-à-dire que pour n'importe quel mot-clé, au niveau départemental, on va avoir la France, donc la France de Nutella, la France de Lego, la France de tel homme politique par exemple. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est très rapidement des analyses de corrélation en croisant cette distribution des recherches avec les données d'INSEE. Et donc on va pouvoir très facilement dire, ben voilà, les recherches Nutella viennent de départements qui sont plus âgés, moins âgés, qui votent plus à gauche, plus à droite. Alors j'ai une batterie de 60 indicateurs, donc chacun pioche un petit peu ce qu'il veut, mais ça donne une idée. Alors ça donne une idée un petit peu du type de population qui est le moteur de cette recherche. Absolument. Et alors, tu parles aussi beaucoup de l'industrie culturelle, hein, de la musique notamment, et du cinéma dans ton livre. Tu peux nous dire finalement en quoi c'est peut-être des thèmes de recherche qui te semblent intéressants pour prendre le pouls d'une société? Ouais. Bah absolument, en fait, donc les biens culturels sont ceux qui nous révèlent le plus, en fait. Hein, c'est pour ça que Jeff Bezos avait commencé par créer Amazon, l'Amazon des livres, parce que donc, les livres, comme les autres biens culturels, nous révèlent beaucoup. Et ce que j'ai essayé de faire effectivement dans ce chapitre, c'est de montrer en quoi les recherches pour différents artistes révèlent différentes facettes de la France et de
lier ça avec un certain nombre de travaux récents, notamment de Jérôme Fourquet et d'autres, qui avaient travaillé sur d'autres données pour révéler d'autres facettes de la France. Donc c'est un bien culturel. Donc tout le monde recherche les artistes, les chansons, etc. Mais on ne sait pas exactement les mêmes segments, c'est pas exactement les mêmes personnes. Et donc je prends différents artistes dans le livre et je montre que les cartes de France pour ces différents artistes, eh bien, sont différentes, que certains artistes, eh bien, ont des profils plus jeunes, ont des profils plus âgés, ont un profil d'une France qui est plutôt en dynamique, mondialisation, plutôt d'autres, des chansons de réconfort, donc une France peut-être qui a peur du déclassement, etc. Donc voilà, il y a cet aspect sociologique que j'ai pas voulu trop forcé non plus, parce que je suis pas un politologue né. Non, mais enfin, on sent que ça t'intéresse et qu'il y a des corrélations qui sont vraiment amusantes. Voilà, de laisser un petit peu de donner l'appétit au lecteur pour en fait aller plus loin et éventuellement utiliser le site internet et s'approprier en fait cette technique d'utilisation des recherches pour découvrir un petit peu la société autour de soi. Absolument. Alors, et donc ton propos, c'est au fond de dire que peut-être cette manne de données est un peu sous-utilisée encore aujourd'hui par beaucoup d'organisations, en tout cas pour le côté insight et étude, parce que on est abreuvé de modèles économiques autour de campagnes d'utilisation du search, évidemment, et puis plus récemment du search média ou du retail search sur les sites des distributeurs. Au fond, voilà, toi tu t'intéresses à la connaissance, à la compréhension un peu grâce à cet outil d'une société, d'un territoire, et c'est normalement la base du travail d'un marketeur, au fond. Absolument. En fait, je me suis vraiment essayé de me replacer dans la position d'un marketeur et de me dire, voilà, si je suis un manager de marque, quel est le point de départ pour sentir les tendances, pour vraiment comprendre les attentes d'une segmentation. Et encore une fois, je pense que bien essayer de comprendre le pouls numérique pour ses propres produits, pour ses propres marques, eh bien c'est une base, un bon point de départ. Donc c'est un exercice que je fais quand j'anime des formations avec des entreprises et effectivement à partir du moment où le mot clé est très versatile, puisqu'il peut refléter des marques, il peut refléter des personnalités, il peut refléter des produits, il peut refléter des nouvelles tendances, comme la tendance que tu mentionnais en avril 2023, le gâteau au citron. Et donc, c'est un bon point de départ pour essayer une bonne méthodologie pour comprendre les aspirations futures. Ouais. Et alors, il y a un domaine dont on a beaucoup parlé à un moment, c'est l'analyse sémantique. Ouais. Est-ce que tu vois des synergies avec le type d'études que tu as pu faire dans le cadre de ce livre, ou finalement c'est deux courants un peu différents? Bon, c'est une bonne question. L'analyse sémantique, elle s'applique aux médias sociaux comme aux données de recherche. En fait, c'est l'idée à la base de créer des nuages de mots et de voir comment, dans un univers donné, quand les gens essayent soit d'utiliser un mot ou de rechercher un mot, eh bien, quelle est la relation entre ce mot précis et puis les mots qui sont très connectés. Donc, ça s'applique évidemment aux recherches de différentes manières. Ça peut être par exemple intéressant de regarder dans un contexte plutôt business quand une marque est recherchée, quel est le consideration set, quels sont les autres marques qui sont mentionnées. Donc par exemple, si je recherche pour Jaguar, est-ce que je vais avoir BMW et Mercedes, auquel cas je suis plus dans les berlines haut de gamme, ou est-ce que je vais avoir Jaguar, Mini et puis Rolls-Royce, auquel cas c'est peut-être quelqu'un qui est
est intéressé par les voitures britanniques. J'ai un exemple un petit peu simple, mais voilà, en ayant au niveau individuel, mais même en comparant ça un niveau bien sûr agrégat assez précis, on peut avoir une idée de comment le set de considération, les marques considérées donc en début de parcours client peuvent changer d'un segment à l'autre. Donc ça, c'est une utilisation. L'autre utilisation, ça peut être de regarder quels sont les mots-clés et les questions utilisées avec un certain mot-clé. Donc, quand vous prenez, par exemple, une marque, est-ce que les gens vont utiliser le mot « où » ? Est-ce que les gens vont utiliser le mot « pourquoi » ? Est-ce que les gens vont utiliser le mot « comment » ? Etc. Et donc, ça peut effectivement donner des indices, encore une fois, où les gens sont sur le parcours client et éventuellement, ce qui est, je pense, tu seras d'accord avec moi, où est-ce qu'on perd les gens sur le parcours consommateur. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que les marques devraient vraiment s'abreuver de ce type d'insight parce que ça peut révéler un petit peu où sont les cailloux dans la chaussure et comment les marques peuvent y remédier. Alors, effectivement, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, David. Alors, il y a même un courant, hein, tu sais, de logiciels qui sont sortis autour du search listening. Alors, c'est une question un peu bateau, hein, mais tu la vois venir. Est-ce que on va, selon toi, vers une IA qui finalement nous aiderait à pré-mâcher toute cette analyse que tu nous montres, qui est très très ouverte, très libre et très accessible à chacun, et que moi j'ai trouvé passionnant. Oui, non, absolument. Donc, on a évidemment vu les 6 derniers mois une avance considérable de l'intelligence artificielle et effectivement dans toutes les tâches assez faciles d'automatisation, de mise en relation de types de données avec d'autres données, tout ça va être très facilité par l'IA. Donc, je pense qu'il y a une course un petit peu à développer en ce moment des outils qui soient les plus performants possibles. Après, le marketing reste une science et un art. Donc, c'est aussi, je pense, ça restera quand même au marketeur de savoir choisir quelle relation, quel type d'insights il veut utiliser et comment ça va l'aider à croître sa marque. Oui, c'est ça. Au fond, une recherche accélérée, une connexion entre datasets vraiment facilitée, mais un rôle encore plus clé pour le marketeur, pour orienter l'IA au fond et lui dire dans quel domaine chercher, parce que on le sent bien dans ton livre, je trouve toute la valeur de cette exploration qu'on parcourt avec toi, c'est les connexions que tu fais entre des thèmes auxquels on n'aurait pas spontanément pensé et qui viennent effectivement donner un éclairage sans données nominatives. Ce qui est passionnant parce que chez Numberly, on a l'habitude de travailler beaucoup en relation client avec des données souvent très transactionnelles et très individuelles. Eh bien, on découvre, et bonne nouvelle, à un an de la fin des cookies tiers, que le contextuel peut être extrêmement granulaire et fin et précis dans l'analyse dès lors qu'on va connecter entre elles différents types de recherches. Ouais. Oui, non, ça reste effectivement. Alors, ça reste pas aussi granulaire que les données de vente. Moi, j'ai toujours ce triangle de données. Je parle du concept des 3 S, c'est-à-dire search, social et shop. Et donc, effectivement, vous êtes dans un domaine qui est encore plus granulaire que celui-là. Mais c'est vrai que ici, au niveau départemental, on peut arriver à déceler des relations qui font sens et qui permettent encore une fois d'accélérer la prédiction à partir du moment où on a le bon mot-clé. Je parle je mentionnais que c'était un bébé Covid. L'un des chapitres mentionne ou touche un petit peu au Covid, et je montre qu'en fait, à partir du moment où on a accès aux recherches internet qui sont liées aux symptômes du Covid, eh bien, elles sont capables de prédire assez bien le degré d'hospitalisation locale
à 10 jours près, c'est-à-dire à la période d'incubation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en France, mais aussi dans d'autres pays. Alors, ça marchait bien pour certains variants, un petit peu moins pour d'autres. Hein, donc, puisque évidemment, j'en parle, hein, c'est une gigantesque boule de recherche que l'on crée collectivement tous les jours, et donc c'est un petit peu difficile effectivement de savoir laquelle va nous permettre vraiment de prédire ce qui va se passer. Mais dans le cadre du Covid, on a très clairement identifié qu'il y avait des symptômes qui étaient uniques au Covid, hein, notamment la perte d'odorat, etc. Donc j'ai utilisé les mots-clés liés à la perte d'odorat, et c'est vrai que quand on voit des accroissements de recherche locaux, eh bien, ce sont très prédictifs de ce qui va se passer par la suite. Donc ça reste aux marketeurs, effectivement. Je pense pas que ça sera complètement remplacé par l'IA, de savoir déceler le bon mot-clé et de savoir bien l'intégrer dans les problématiques de marque. Et c'est en ce sens que je pense que la fonction de marketing va de plus en plus être celle d'un agent culturel. En fait, tu peux développer ça un peu, un agent culturel? Un agent culturel, c'est-à-dire quelqu'un qui pense sa marque. On est dans une période où on a des changements de valeurs très importants. Je pense notamment à tout ce qui est autour du développement durable, prise de conscience de nouvelles générations, donc marque plus responsable. Et donc ça devient, aux marketeurs, il revient cette tâche très difficile de savoir de montrer un petit, de savoir comment il va traduire sa marque de manière culturelle pour pouvoir parler aux gens. Donc ça veut dire, c'est pas fondamentalement différent de ce qu'il faisait par le passé, mais je pense que ça va acquérir une nouvelle dimension, notamment au regard de toute cette nouvelle donnée à laquelle on a accès, c'est-à-dire savoir repérer un petit peu le contexte culturel dans lequel les marques sont consommées, comment ce contexte culturel change, et savoir adapter les marques à d'éventuels changements. Et donc donc ça requiert tout un certain nombre de nouvelles compétences, que ce soit au niveau opérationnel, organisationnel, et puis bien évidemment en termes de données. Alors ça, c'est vraiment passionnant sur l'évolution du rôle du marketeur. Absolument. Alors il y a un exemple à la fin de ton livre, on peut dire quand même sur tu le disais, sur la marque France. Tu veux nous dire sans tout spoiler un peu quels sont les grands traits que tu distingues grâce aux recherches en ligne sur la marque France? En fait, je dirais que la marque France, on a vraiment de la chance d'un point de vue. Si j'étais en charge de la marque France, je dirais qu'on a pas mal de chance, parce que les recherches sur la France sont, j'allais dire, caractéristiques des recherches pour ce qui serait une marque de luxe. Je m'explique. Dans ce dernier chapitre, donc je regarde les recherches, et je regarde différents types de recherches. On a tous été habitués aux recherches textuelles, et ces recherches textuelles sont celles qui occupent la plupart de nos recherches. Mais plus récemment, nos comportements ont changé, et évidemment, les moteurs de recherche se sont adaptés. Donc, on a notamment avec Instagram et d'autres plateformes similaires eu recours de plus en plus à des recherches d'images. Moi-même, quand je veux expliquer des choses à mes enfants très rapidement, en fait, plutôt que d'utiliser l'outil textuel, j'utilise l'outil d'image. Et puis, évidemment, encore plus récemment, les recherches vidéo deviennent de plus en plus communes, et on a quelques études qui commencent à sortir sur l'impact de TikTok, mais ça veut dire aussi que à l'intérieur de l'univers Google, de plus en plus de recherches vont se faire sur YouTube plutôt que sur le moteur de recherche textuel. Et donc j'ai fait pas mal de recherches par le passé sur comment on peut essayer de les combiner pour un petit peu prédire encore une fois la santé d'une marque, et notamment dans le domaine des marques de luxe. On a trouvé que le ratio entre les recherches images et les recherches textuelles était un bon prédicteur du degré de luxe ou de valeur visuelle de la marque. Un exemple, par exemple, dans le domaine des voitures, on peut très facilement essayer de calculer ce ratio pour toutes les marques de voitures. On pourrait le faire au niveau des produits, et on va trouver que ce ratio va être
de 2,5 pour des marques comme Ferrari, Lamborghini, etc., qui va être entre 1 et 2 pour des marques dites premium, type BMW, Mercedes, etc., et que dès qu'on va passer chez des marques utilitaires type Renault, Toyota, Hyundai, etc., ben on va passer un ratio de 0,5, 0,6, donc au-dessus. Plus on est en face d'une marque de luxe et plus le ratio entre les recherches effectuées sur des images par rapport au texte est important. Voilà, et ce ratio est assez... Je trouve que l'intérêt de ce ratio, c'est qu'il est facilement interprétable par tout le monde. C'est-à-dire que si tu as un ratio de plus de 1, ça veut dire que sur ta marque se reporte plus des recherches d'images que de recherches textuelles. C'est-à-dire que je veux savoir how you look like, à quoi tu ressembles. Au contraire, si il y a effectivement plus de recherche textuelle que de recherche image, eh bien, on va privilégier peut-être dans le domaine des voitures. Après, il peut y avoir différentes interprétations par catégorie, mais ça veut dire que l'aspect utilitaire va prévaloir. Donc, cette parenthèse pour dire que j'ai appliqué, alors on a un papier de recherche, on pourra mettre le lien, si tu veux. Avec plaisir. On mettra le lien en dessous de la vidéo. Donc, on a fait ça avec plusieurs centaines de millions de recherches Google dans différentes catégories de produits. Et c'est assez intéressant parce que d'ailleurs, ça montre, si tu le fais au niveau des catégories, quelles sont les catégories qui deviennent de plus en plus visuelles et quelles sont les catégories qui sont de moins en moins visuelles. Donc, ça peut parler à un entrepreneur, par exemple, qui dirait bien, je suis entrepreneur, je vais regarder, je suis dans la maison. Je vais regarder quelle est la pièce de la maison dans lesquelles les gens vont investir le plus, dans lesquelles les gens vont avoir à cœur de développer la valeur visuelle de cette pièce-là. Et donc, tu peux faire ça avec cuisine, salle de bain, pièces, etc. Et donc, si c'est la cuisine, c'est effectivement l'endroit où se porte le plus, en tout cas des 10 dernières années, l'attention. Et donc, ça peut donner des insights sur quels sont les marchés sur lesquels la valeur visuelle des produits et des marques va être la plus importante. D'accord ? Et on peut le faire ça pour différents produits. Pour revenir donc à ta question originelle qui était donc j'ai pas fait ça effectivement dans un domaine business parce que ça parlerait peut-être à moins de monde et j'ai voulu vraiment toucher un large public, mais je fais ça au niveau des pays et donc je calcule ce ratio pour la France et puis pour l'Italie, l'Espagne, parce que c'est ça qu'on a oublié de dire en fait, c'est qu'il y a deux dans le livre, je fais deux sortes d'analyses. Je fais certaines analyses qui sont franco-françaises, c'est-à-dire vraiment les variations de recherche au niveau départemental. Et puis, dans certains domaines, j'essaie de comparer la France avec d'autres pays. Et là, je prends comme pays test les pays voisins. Donc, la France comparée à l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. Et donc, dans le cadre de la France et de la marque France, eh bien, je remarque que ce ratio de recherche image sur recherche web est beaucoup plus grand pour la France que pour les pays voisins. Que ça ne s'explique pas par la place du tourisme, parce que l'Italie, c'est pareil, que on essaie de trouver un petit peu différentes explications et on essaye de dire qu'elles n'expliquent pas en fait entièrement ce ratio. Et je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire vraiment qu'il y a une valeur unique. Et donc, s'il y a vraiment du potentiel à développer cette valeur visuelle de la marque France, qu'est-ce que ça veut dire? Quel type d'image recherche-t-il et comment on peut attirer plus de touristes et autres dans notre beau pays? Alors, il y a un mot dont on parle souvent, que tu as cité plusieurs fois, je trouve que c'est intéressant, c'est le mot département. Pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, c'est la granularité la plus fine que l'outil de Google nous permet à tous d'avoir aujourd'hui. Et c'est très important parce que plus on a un maillage fin d'un territoire et plus on va être capable de faire le lien entre une donnée de recherche ou une densité de recherche, je crois que c'est le terme que tu utilises dans ton livre, avec d'autres données externes qu'on peut là aussi rapprocher au niveau de ce même maillage géographique. Et c'est ça qui permet par exemple de se passer, dans bien des cas, de données nominatives individuelles, parce que si on a un grammage assez fin
terrain, Voilà. on peut faire correspondre les data en fait. Absolument, absolument. L'idée et effectivement, l'idée derrière ce livre aussi, c'est de dire que effectivement avoir des données consommateurs, c'est très important, hein, parce que c'est mieux connaître ses clients, mais c'est aussi important de connaître ses clients que ceux qui sont potentiellement en devenir, donc d'avoir une approche marché plus générale. Et c'est vrai que il n'y a pas besoin de données nominatives à partir du moment où le niveau de granularité est assez fin. Donc là, le niveau départemental convient tout à fait. On est en train de regarder en ce moment différents pays. Au Japon, on a un maillage un petit peu similaire des choses. Au niveau des États, par exemple, aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu trop gros, mais voilà, je pense que il faut trouver le bon maillage et ensuite la bonne question à poser, parce qu'effectivement chaque graphique amène chaque analyse qu'on fait avec des outils amène autant de questions que de réponses potentielles. On a besoin de prompt engineer, il paraît maintenant, pour aller définir la bonne question, hein, au fond, à poser aux IA, et ça devient une compétence clé. Ben, c'est assez intéressant. Moi, ce que je fais à l'INSEAD, j'ai le plaisir d'animer des séminaires pour des entreprises. Et donc, souvent, ce que je fais, c'est je familiarise les personnes qui sont dans la salle avec des outils. Et je leur dis, mais maintenant c'est à vous en fait. J'ai plus rien à faire parce que c'est vous qui avez les mots clés. Et donc on a cet exercice où évidemment je suis là en coach. Et ce qui est fascinant de voir, c'est la façon dont chacun arrive avec des mots clés différents et donc des analyses différentes. Et donc il y a cette confrontation et cette accélération très importante et succincte à la fois la compréhension des marchés, mais en même temps de dire mais pourquoi les gens recherchent ceci, pourquoi les gens recherchent cela, etc. Donc, c'est un petit peu un reality check et une façon de faire sens des dynamiques de marché. Bon, je crois que c'est une très très belle conclusion, David. Un immense merci donc pour ce livre d'abord, La France selon les recherches Google. Voilà, on en a parlé un peu, on aurait pu en parler beaucoup plus encore, mais rien ne vaut le fait de le lire, bien entendu. Donc précipitez-vous chez votre meilleur libraire surtout. Je trouve encore une fois, voilà, que ce livre a le mérite de rappeler à chaque marketeur d'abord l'immense richesse des données qui sont là, disponibles, hein, très simplement, comme tu l'as expliqué, pour mieux comprendre son marché, mieux l'analyser et revenir ça remet un peu, je trouve, au fond, au centre de nos préoccupations, l'enjeu de comprendre son marché avant de foncer dans des actions très, très fines, certainement très pertinentes. Et puis, voilà une très belle contribution. Merci beaucoup, David. Merci Thibaut, merci de ton accueil. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci.